Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je vous embarque à bord du Nautilus puisque nous allons continuer la lecture de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. 20 000 lieues sous les mers qui est un roman d'aventure initiatique. Jules Verne nous parle largement de l'univers marin avec un peu d'avance puisqu'il nous emmène dans des profondeurs de l'océan encore inexplorées à cette époque. Nous allons donc passer à la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN. Lâchez vos avis, vos commentaires, vos idées. N'hésitez surtout pas. Nous allons continuer la lecture. Monsieur le professeur, dit alors cet homme étrange, vous excuserez le sans-gêne avec lequel je vous reçois et le désordre qui règne dans ce salon. Monsieur, répondis-je, sans chercher à savoir qui vous êtes, m'est-il permis de reconnaître en vous un artiste? Un amateur, tout au plus, monsieur. J'aimais autrefois à collectionner ces belles œuvres créées par la main de l'homme. J'étais un chercheur avide, un fureteur infatigable, et j'ai pu réunir quelques objets d'un haut prix. Ce sont mes derniers souvenirs de cette terre qui est morte pour moi. À mes yeux, vos artistes modernes ne sont déjà plus que des anciens. Ils ont 2 ou 3 000 ans d'existence, et je les confonds dans mon esprit. Les maîtres n'ont pas d'âge. Et ces musiciens, dis-je, en montrant des partitions de Weber, de Rossini, de Mozart, de Beethoven, d'Haydn, de Meyerbeer, d'Herold, de Wagner, d'Aubert, de Gounod, et nombre d'autres, éparses sur un piano-orgue de grands modèles qui occupait un des panneaux du salon. Ces musiciens, me répondit le capitaine Nemo, ce sont des contemporains d'Orphée, car les différences chronologiques s'effacent dans la mémoire des morts. Et je suis mort, monsieur le professeur, aussi bien mort que ceux de vos amis qui reposent à 6 pieds sous terre. Le capitaine Nemo se tut et sembla perdu dans une rêverie profonde. Je le considérais avec une vive émotion, analysant en silence les étrangetés de sa physionomie. Accoudé sur l'angle d'une précieuse table de mosaïque, il ne me voyait plus, il oubliait ma présence. Je respectais ce recueillement et je continuais de passer en revue les curiosités qui enrichissaient ce salon. Auprès des œuvres de l'art, les raretés naturelles tenaient une place très importante. Elles consistaient principalement en plantes, en coquilles et autres productions de l'océan, qui devaient être les trouvailles personnelles du capitaine Nemo. Au milieu du salon, un jet d'eau, électriquement éclairé, retombait dans une vasque faite d'une seule tridacnée. Cette coquille, fournie par le plus grand des mollusques acéphales, mesurait sur ses bords, délicatement festonnés, une circonférence de 6 mètres environ. Elle dépassait donc en grandeur ces belles tridacnées qui furent données à François Ier par la République de Venise et dont l'église Saint-Sulpice à Paris a fait 2 bénitiers gigantesques. Autour de cette vasque, sous d'élégantes vitrines fixées par des armatures de cuivre, étaient classés et étiquetés les plus précieux produits de la mer, qui eussent jamais été livrés au regard d'un naturaliste. On conçoit ma joie de professeur. L'embranchement des zéophytes offrait de très curieux spécimens de ces 2 groupes des polypes, et des échinodermes. Dans le premier groupe, des tubipores, des gorgones disposés en éventail, des éponges douces de Syrie, des isis, des mollusques, des pénatules, une virgulaire admirable des mers de Norvège, des ombellulaires variés, des alcyonnaires, toute une série de ces madrépores que mon maître Milne Edwards a si sagacement classés en sections, et parmi lesquelles je remarquai d'adorables flabellines, des oculines de l'île Bourbon, le char de Neptune des Antilles,
de superbes variétés de coraux, enfin toutes les espèces de ces curieux polypiers, dont l'assemblage forme des îles entières, qui deviendront un jour des continents. Dans les échinodermes, remarquables par leur enveloppe épineuse, les astéries, les étoiles de mer, les pentacrines, les comatules, les astérophons, les oursins, les holoturies, etc. représentaient la collection complète des individus de ce groupe. Un conchiliologue, un peu nerveux, se serait pâmé, certainement devant d'autres vitrines plus nombreuses où étaient classés les échantillons de l'embranchement des mollusques. Je vis là une collection d'une valeur inestimable et que le temps me manquerait à décrire tout entière. Parmi ces produits, je citerai pour mémoire seulement l'élégant marteau royal de l'océan Indien, dont les régulières taches blanches ressortaient vivement sur un fond rouge et brun. Un spondyle impérial, aux vives couleurs, tout hérissé d'épines, un rare spécimen dans les muséums européens et dont j'estimais la valeur à 20 000 francs. Un marteau commun des mers de la Nouvelle-Hollande, qu'on se procurait difficilement. Des bucartes exotiques du Sénégal, fragiles coquilles blanches à double valve, qu'un souffle eût dissipé comme une bulle de savon. Plusieurs variétés des arrosoirs de Java, sorte de tubes calcaires bordés de replis foliacés et très disputés par les amateurs. Toute une série de troques, les uns jaunes verdâtres, pêchés dans les mers d'Amérique, les autres d'un brun roux, amis des eaux de la Nouvelle-Hollande. Ceux-ci, venus du Golfe, du Mexique, est remarquable par leurs coquilles imbriquées. Ceux-là, des stellaires trouvés dans les mers australes, et enfin le plus rare de tous, le magnifique éperon de la Nouvelle-Zélande. Puis d'admirables télines sulfurées, de précieuses espèces de citérées et de Vénus, le cadran tréhissé des côtes de Tranquebar, le sabot marbré à nacre resplendissante, les perroquets verts des mers de Chine, le cône presque inconnu du genre Coenoduli. Toutes les variétés de porcelaine qui servent de monnaie dans l'Inde et en Afrique, la gloire de la mer, la plus précieuse coquille des Indes orientales. Enfin, des littorines, des dauphinules, des turritelles, des gentines, des ovules, des volutes, des olives, des mitres, des casques, des pourpres, des buccins, des harpes, des rochers, des tritons, des cérites, des fuseaux, des strombes, des thérocères, des patelles, des hyales, des cléodores, coquillages délicats et fragiles que la science a baptisés de ses noms les plus charmants. À part, et dans les compartiments spéciaux, se déroulaient des chapelets de perles de la plus grande beauté, que la lumière électrique piquait de pointes de feu, des perles roses arrachées aux pines marines de la mer Rouge, des perles vertes de l'haliotide, iris, des perles jaunes, bleues, noires, curieux produits des divers mollusques de tous les océans et de certaines moules des cours d'eau du Nord. Enfin, plusieurs échantillons d'un prix inappréciable qui avaient été distillés par les pintadines les plus rares. Quelques-unes de ces perles surpassaient en grosseur un œuf de pigeon. Elles valaient au-delà celles que le voyageur tavernier vendit 3 millions au Shah de Perse et primait cette autre perle de l'imam de Mascate, que je croyais sans rival au monde. Ainsi donc, chiffrer la valeur de cette collection était pour ainsi dire impossible. Le capitaine Nemo avait dû dépenser des millions pour acquérir ces échantillons divers. Et je me demandais à quelle source il puisait pour satisfaire ainsi ses fantaisies de collectionneur, quand je fus interrompu par ces mots. Vous examinez mes coquilles, monsieur le professeur. En effet, elles peuvent intéresser un naturaliste. Mais pour moi, elles ont un charme de plus, car je les ai toutes recueillies de ma main. Et il n'est pas une mer du globe qui ait échappé à mes recherches. Je comprends, capitaine. Je comprends cette joie de se promener au milieu de telles richesses. Vous êtes de ceux qui ont fait eux-mêmes leurs trésors.
Aucun muséum de l'Europe ne possède une semblable collection des produits de l'océan. Mais si j'épuise mon admiration pour elle, que me restera-t-il pour le navire qui les porte? Je ne veux point pénétrer des secrets qui sont les vôtres. Cependant, j'avoue que ce Nautilus, la force motrice qu'il renferme en lui, les appareils qui permettent de le manœuvrer, l'agent si puissant qu'il anime, tout cela excite au plus haut point ma curiosité. Je vois suspendus au mur de ce salon des instruments dont la destination m'est inconnue. Puis-je savoir? Monsieur Aronnax, me répondit le capitaine Nemo, je vous ai dit que vous seriez libre à mon bord, et par conséquent, aucune partie du Nautilus ne vous est interdite. Vous pouvez donc le visiter en détail, et je me ferai un plaisir d'être votre Cicérone. Je ne sais comment vous remercier, monsieur, mais je n'abuserai pas de votre complaisance. Je vous demanderai seulement à quel usage sont destinés ces instruments de physique. Monsieur le professeur, ces mêmes instruments se trouvent dans ma chambre, et c'est là que j'aurai le plaisir de vous expliquer leur emploi. Mais auparavant, venez visiter la cabine qui vous est réservée. Il faut que vous sachiez comment vous serez installé à bord du Nautilus. Je suivis le capitaine Nemo, qui, par une des portes percées à chaque pan coupé du salon, me fit rentrer dans les coursives du navire. Il me conduisit vers l'avant, et là je trouvai non pas une cabine, mais une chambre élégante avec lit, toilette et divers autres meubles. Je ne pus que remercier mon hôte. « Votre chambre est contiguë à la mienne, me dit-il, en ouvrant une porte, et la mienne donne sur le salon que nous venons de quitter. » J'entrai dans la chambre du capitaine. Elle avait un aspect sévère, presque cénobitique. Une couchette de fer, une table de travail, quelques meubles de toilette, le tout éclairé par un demi-jour. Rien de confortable, le strict nécessaire seulement. Le capitaine Nemo me montra un siège. « Veuillez vous asseoir, » me dit-il. Je m'assis, et il reprit la parole en ces termes. Chapitre 12. Tout par l'électricité. Monsieur, dit le capitaine Nemo, me montrant les instruments suspendus aux parois de sa chambre, voici les appareils exigés par la navigation du Nautilus. Ici, comme dans le salon, je les ai toujours sous les yeux. Et ils m'indiquent ma situation et ma direction exacte au milieu de l'océan. Les uns vous sont connus, tels que le thermomètre qui donne la température intérieure du Nautilus, le baromètre qui pèse le poids de l'air et prédit les changements de temps, l'hygromètre qui marque le degré de sécheresse de l'atmosphère, le storm glass, dont le mélange en se décomposant annonce l'arrivée des tempêtes, la boussole qui dirige ma route, le sextant qui par la hauteur du soleil m'apprend ma latitude, les chronomètres qui me permettent de calculer ma longitude, et enfin des lunettes de jour et de nuit qui me servent à scruter tous les points de l'horizon, quand le Nautilus est remonté à la surface des flots. Ce sont des instruments habituels aux navigateurs, répondis-je, et j'en connais l'usage, mais en voici d'autres, qui répondent sans doute aux exigences particulières du Nautilus. Ce cadran que j'aperçois et que parcourt une aiguille mobile, n'est-ce pas un manomètre? C'est un manomètre, en effet. Mis en communication avec l'eau, dont il indique la pression extérieure. Il me donne par là même la profondeur à laquelle se maintient mon appareil. Et ces sondes d'une nouvelle espèce. Ce sont des sondes thermométriques qui rapportent la température des diverses couches d'eau. Et ces autres instruments, dont je ne devine pas l'emploi. Ici, monsieur le professeur, je dois vous donner quelques explications, dit le capitaine Nemo. Veuillez donc m'écouter. Il garda le silence pendant quelques instants, puis il dit. Il est un agent puissant, obéissant, rapide, facile, qui se plie à tous les usages et qui règne en maître à mon bord. Tout se fait par lui. Il m'éclaire, il m'échauffe, il est l'âme de mes appareils mécaniques. Cet agent, c'est l'électricité. Une électricité? M'écriai-je assez surpris. Oui, monsieur. Cependant, capitaine, vous possédez une extrême rapidité de mouvement qui s'accorde mal avec le pouvoir de l'électricité. Jusqu'ici, sa puissance dynamique est restée très restreinte et n'a pu produire que de petites forces. Monsieur le professeur, répondit le capitaine Nemo, mon électricité n'est pas celle de tout le monde. Et c'est là tout ce que vous me permettrez de vous dire. Je n'insisterai pas, monsieur,
et je me contenterai d'être très étonnée d'un tel résultat. Une seule question, cependant, à laquelle vous ne répondrez pas si elle est indiscrète. Les éléments que vous employez pour produire ce merveilleux agent doivent s'user vite. Le zinc, par exemple, comment le remplacez-vous puisque vous n'avez plus aucune communication avec la Terre? Votre question aura sa réponse, répondit le capitaine Nemo. Je vous dirai d'abord qu'il existe au fond des mers des mines de zinc, de fer, d'argent, d'or, dont l'exploitation serait très certainement praticable. Mais je n'ai rien emprunté à ces métaux de la Terre et j'ai voulu ne demander qu'à la mer, elle-même les moyens de produire mon électricité. À la mer? Oui, monsieur le professeur, et les moyens ne me manquaient pas. J'aurais pu, en effet, en établissant un circuit entre les fils plongés à différentes profondeurs, obtenir l'électricité par la diversité de températures qu'ils éprouvaient. Mais j'ai préféré employer un système plus pratique. Et lequel? Vous connaissez la composition de l'eau de mer. Sur 1000 grammes, on trouve 96 centièmes et demi d'eau et 2 tiers environ de chlorure de sodium, puis en petite quantité des chlorures de magnésium et de potassium, du bromure de magnésium, du sulfate de magnésie, du sulfate et du carbonate de chaux. Vous voyez donc que le chlorure de sodium s'y rencontre dans une proportion notable. Or, c'est ce sodium que j'extrais de l'eau de mer et dont je compose les éléments. Le sodium. Oui, monsieur. Mélangé avec le mercure, il forme un amalgame qui tient lieu du zinc dans les éléments benzène. Le mercure ne s'use jamais, le sodium seul se consomme, et la mer me le fournit elle-même. Je vous dirai en outre que les piles au sodium doivent être considérées comme les plus énergiques, et que leur force électromotrice est double de celle des piles au zinc. Je comprends, capitaine. L'excellence du sodium dans les conditions où vous vous trouvez. La mer le contient, bien, mais il faut encore le fabriquer, l'extraire en un mot. Et comment faites-vous? Vos piles pourraient évidemment servir à cette extraction. Mais si je ne me trompe, la dépense du sodium nécessitée par les appareils électriques dépasserait la quantité extraite. Il arriverait donc que vous en consommeriez pour le produire plus que vous n'en produiriez. Excusez-moi, un peu du mal là. Aussi, monsieur le professeur, je ne l'extrais pas par la pile et j'emploie tout simplement la chaleur du charbon de terre. De terre? Dis-je en insistant. Disons le charbon de mer, si vous voulez, répondit le capitaine Nemo. Et vous pouvez exploiter des mines sous-marines de houille? Monsieur Aronnax, vous me verrez à l'œuvre, je ne vous demande qu'un peu de patience. Puisque vous avez le temps d'être patient, rappelez-vous seulement ceci, je dois tout à l'océan. Il produit l'électricité et l'électricité donne au Nautilus la chaleur, la lumière, le mouvement, la vie, en un mot. Mais non pas l'air que vous respirez. Oh, je pourrais fabriquer l'air nécessaire à ma consommation, mais c'est inutile puisque je remonte à la surface de la mer quand il me plaît. Cependant, si l'électricité ne me fournit pas l'air respirable, elle manœuvre du moins des pompes puissantes qui l'emmagasinent dans des réservoirs spéciaux, ce qui me permet de prolonger au besoin et aussi longtemps que je le veux mon séjour dans les couches profondes. Capitaine, répondis-je, je me contente d'admirer. Vous avez évidemment trouvé ce que les hommes trouveront sans doute un jour, la véritable puissance dynamique de l'électricité. Je ne sais s'ils le trouveront, répondit froidement le capitaine Nemo. Quoi qu'il en soit, vous connaissez déjà la première application que j'ai faite de ce précieux agent. C'est lui qui nous éclaire avec une égalité, une continuité que n'a pas la lumière du soleil. Maintenant, regardez cette horloge. Elle est électrique et marche avec une régularité qui défie celle des meilleurs chronomètres. Je l'ai divisée en 24 heures, comme les horloges italiennes, car pour moi il n'existe ni nuit, ni jour, ni soleil, ni lune, mais seulement cette lumière factice que j'entraîne jusqu'au fond des mers. Voyez en ce moment, il est 10 heures du matin. Voilà, c'est ainsi que se termine donc cette partie de lecture de 20 000 lieues sous les mers. Je vous dis à tout bientôt pour la suite de cette lecture et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne matinée pour certains.